Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de 12h45. Voici les titres. Fonctionnelle depuis environ un mois, la centrale thermique de Maria Gleta 2 est désormais mise en service. Elle entend permettre à tous les Béninois de disposer de l'énergie électrique. Une autre façon de sonner la fin du délestage au Bénin. La place Bagnol, la Porte Novo, l'Étoile Rouge à Cotonou et le Temple du Piton à Ouidah sont quelques sites historiques qui enrichissent le patrimoine culturel du Bénin. Comment mieux les valoriser? On en parle dans un instant. Aujourd'hui, près de 250 millions d'enfants travaillent dans le monde, dont plus de 150 millions dans des conditions dangereuses. Le travail des enfants, une menace qui les prive de leur enfance et qui est néfaste à leur santé. Bienvenue si vous nous rejoignez. Allons-nous vers la fin du délestage au Bénin? Eh bien, cette question mérite d'être posée au lendemain de l'inauguration de la centrale thermique de Maria Gleta 2. Dotée d'une capacité de plus de 127 MW, l'infrastructure vient agrandir l'offre énergétique du Bénin, autrefois en proie au délestage. L'ambition est de juguler donc la crise énergétique et permettre à tous les Béninois d'avoir l'énergie électrique à disposition et à temps plein. Hamatou Lawani et Nadej Soni nous en disent un peu plus. De 0% de production en 2016, la production en énergie du Bénin est passée à plus de 25% en 2019. 18 mois seulement après le lancement du projet Maria Gleta 2, 127 MW ont été injectés sur le réseau pour combler le déficit énergétique du pays. Avec cette centrale moderne, d'une durée de production minimale de 50 ans, le gouvernement peut se réjouir d'avoir relevé le défi d'endiguer le délestage au Bénin. La présente centrale sonnera non seulement définitivement le glas de la dépendance absolue des fournisseurs extérieurs, mais surtout substituera à cette dépendance nuisible une autonomie qui ferait même passer, dans une certaine mesure, le Bénin du statut de client à celui de fournisseur. C'est donc bientôt un bel adieu définitif à la hantise des coupures intempestives de l'énergie électrique, hantise à laquelle tout Béninois avait naguère fini par s'habituer. Plus de 107 milliards de francs CFA ont été mobilisés par la Banque africaine de développement et plusieurs autres institutions financières pour la réalisation du projet et 4 milliards de francs CFA libérés par la partie béninoise. L'énergie est le socle de tout développement. C'est donc pour amorcer le développement du pays que cette centrale thermique a vu le jour. Aujourd'hui, cet engagement est tenu. Et nous pouvons confirmer que depuis un mois, la centrale alimente la moitié des besoins de la clientèle de la SBEE. Cette œuvre vient matérialiser un succès de plus dans le secteur de l'énergie. Avec la réalisation de cette infrastructure qui répond aux normes internationales et respectueuse de l'environnement, c'est aussi des emplois permanents qui ont été créés. Plus de 90% de la main-d'œuvre est locale. D'importantes réalisations socio-économiques font aussi partie du projet, notamment la construction de 24 modules de classe au CEG de Huetor et le pavage de plusieurs kilomètres de voies menant à la centrale. Le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres projets du genre sont en gestation et conduiront notre pays à une production de plus de 400 MW. L'autre atout dont le Bénin peut se targuer est inévitablement ses nombreux monuments qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Et pour en faire des opportunités pour l'économie et favoriser donc leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, il importe de mieux les entretenir. C'est ce que nous disent d'ailleurs Louis Koudogbo et Baudelaire Cantili. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture et de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre
en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention de techniciens qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. Je le disais dans le titre, près de 250 millions d'enfants travaillent dans le monde, dont plus de 150 millions dans des conditions très dangereuses. La plupart de ces enfants se retrouvent très souvent dans des mines et des usines, des lieux de travail qui représentent un frein pour le développement physique et psychologique de ces enfants. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour lutter efficacement contre le travail des enfants? Les détails dans cette interview de César Achadé et Gloria Oné. On dit qu'un enfant travaille lorsque le travail porte atteinte au développement de l'enfant, développement physique, mental, au développement intellectuel. Et de façon plus spécifique, lorsque le travail empêche l'enfant d'accéder à la scolarisation, lorsque le travail a des répercussions sanitaires sur l'enfant, on peut dire qu'un enfant travaille. Éradiquer le travail des enfants d'ici 2025, c'est arriver à avoir 0 enfant en situation de travail. Et je crois, l'année en 2017, le Bénin même a lancé une campagne, 0 enfant en situation de travail, 0 enfant dans les marchés, 0 enfant sur les chantiers et sur les carrières. Et je crois que cette campagne a permis de sensibiliser les populations, c'est-à-dire sensibiliser les populations sur le danger du travail des enfants et les risques sanitaires et que ça assure les enfants. Au Bénin, en 2008, une enquête nationale a révélé que plus de 30%, c'est-à-dire 32% d'enfants étaient astreints au travail. En 2014, c'était 52%, donc on a eu une progression. En 2017, les dernières études au niveau national montrent que la tranche de 5 à 14 ans d'enfants astreints au travail au Bénin est de 36%. Et dans le monde, l'Organisation internationale du travail déclare que plus de 150 millions d'enfants sont astreints au travail dans le monde. Et on constate que 70% de cet effectif est exploité dans le secteur de l'agriculture. Le travail dans lequel on introduit les enfants, c'est des travaux mécaniques. Alors qu'un enfant, c'est un adulte en devenir qui a besoin de développer son imagination et qui a les capacités pour y arriver.
En nouvelle brève, à présent, la Banque pour le développement du Mali vient de bénéficier d'une convention avec la Banque africaine de développement afin de bénéficier d'une ligne de crédit de 19,7 milliards de francs CFA. Les fonds permettront à la banque d'augmenter le financement des grandes entreprises, de soutenir le financement de la campagne cotonnière et le développement des petites et moyennes entreprises. Près de 85% des fonds, soit 17 milliards de francs CFA, seront injectés dans les secteurs de l'agriculture et de l'agrobusiness, tandis que 15% sont destinés aux femmes entrepreneurs. Au Sénégal à présent, le processus d'orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements d'enseignement supérieur a démarré. La plateforme Campus Sénégal est désormais disponible pour permettre aux bacheliers de s'inscrire et d'opérer leur choix. Une première étape qui va se poursuivre jusqu'au 10 septembre prochain. Retour sur les différentes procédures de cette plateforme avec nos confrères de la RTS. L'inscription sur la plateforme Campus N, premier pas du nouveau bachelier dans le processus d'orientation. Elle lui permet d'obtenir un compte, une identification nationale d'étudiant et de poursuivre la démarche. Il rentre dans la plateforme, il met seulement son INE et son mot de passe et il voit en fait toutes les universités, toutes les structures d'enseignement supérieur, publiques donc comme privées. S'il rentre dans une filière, lui, il ne voit que les filières pour lesquelles il est éligible. Il a globalement 36 choix, 18 pour le public et 18 pour le privé. Il a droit, en fait, au moins à 3 choix. Voilà. Donc, dans ces 18. Une fois que les choix sont faits, l'étudiant ordonne ses choix en fonction de ses priorités. En validant ses choix, le bachelier reçoit 2 accusés de réception, l'un pour le public et l'autre pour le privé. Cette étape des inscriptions va jusqu'au 10 septembre. Ensuite commence le classement réalisé à partir d'un logiciel. On fait un premier tri, on fait un premier classement. On envoie les listes aux universités publiques qui ont jusqu'au 22 pour nous les retourner, pour confirmer donc le travail que nous avons fait ou pas. Une fois que c'est fait, la Commission nationale d'orientation siège et valide et le travail du ministère, mais aussi le travail des universités. Cette plateforme, mise en place en 2013, dématérialise toutes les procédures. Campus N assure aussi une totale transparence dans le processus d'orientation. Il n'y a plus d'intervention. Actuellement, on ne peut plus faire une orientation comme ça, un bling. Non, tout est transparent. Il y a aussi vraiment l'équité dans les orientations. Le bachelier est informé de sa décision d'orientation par mail et par SMS. Il devra confirmer en s'acquittant des frais d'inscription. À défaut, il perd cette place qui sera accordée à un autre bachelier sur la liste d'attente. Et c'est la fin de cette édition. Le programme se poursuit sur BB24.